En titre, ce soir, en cette journée internationale du zéro déchet, nous mettons les projecteurs sur les actions à différentes échelles pour sensibiliser et lutter contre les déchets, notamment plastiques. Le syndicat des institutions financières dénonce les traques et autres fausses informations véhiculées sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Qu'en est-il exactement? Nous en parlerons dans un instant. À l'occasion de la 151e Assemblée générale ordinaire de la FEMAFOOT, le bilan à mi-parcours du nouveau bureau a été établi. Les résultats au cours de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Depuis 2 ans, le 30 mars est consacré à l'écologie. En cette journée internationale du zéro déchet, notre rédaction s'est intéressée aux actions de sensibilisation sur les grands enjeux de la préservation de l'environnement. Notre reporter Paul Yapinguessan met la lumière sur les actions menées à différentes échelles. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du zéro déchet. Cette journée au Mali vise plusieurs objectifs, entre autres. Il s'agit de sensibiliser les participants à adopter l'approche zéro déchet. Informer les participants que les initiatives zéro déchet, que ce soit locales, nationales ou internationales, peuvent contribuer vraiment au développement durable. Promouvoir la mise en œuvre des pratiques zéro déchet au niveau individuel, notamment au niveau familial, au niveau communautaire et professionnel. Pour cette édition 2024, le groupe d'experts de la Fondation Hassen a choisi le thème « Enjeux, défis et opportunités de l'économie circulaire au Mali » pour attirer l'attention des plus hautes autorités sur la problématique de la mauvaise gestion des déchets solides et liquides dans le capital et régional et plus particulièrement dans la ville de Bamako. Dans cette optique, la délégation de la mairie du district de Bamako trouve intéressant de proposer des débats ou des brainstorming pour définir ensemble les aspects qui semblent prioritaires et les moyens à mettre en œuvre pour encourager et réduire les déchets. Zéro déchet déjà a un sens. Zéro déchet, ça veut dire produisons moins de déchets. Ça veut dire utilisons les déchets à bon escient pour en faire de la richesse. C'est ça où le concept de l'économie circulaire a été trouvé. Donc il s'agira, après avoir consommé, que les déchets que nous produisons puissent suivre un circuit de transformation qui puisse produire de la richesse au niveau de nos populations qui produisent effectivement ces déchets. Une journée zéro déchet, c'est une grande journée pour la direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances, car ça rentre en droite ligne de la politique nationale de l'assainissement du Mali. Pour ce faire, des initiatives sont en cours de finalisation pour la transformation du déchet au Mali. Le système que nous voulons mettre en place maintenant, c'est de pouvoir transformer ces déchets-là qui sont stockés au niveau des décharges pour en faire de la richesse, pour revenir encore à l'histoire de l'économie circulaire. Le 14 décembre 2022, lors de sa 77e section, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 77-161 proclamant le 30 mars Journée internationale du zéro déchet. Nous restons avec Paul Yapinguessan. Ce 29 mars, les responsables du SINABEF, Syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, microfinance et commerce du Mali, ont tenu un point de presse. Par la voix de son secrétaire général Amadounba, le syndicat dénonce ce qu'il qualifie d'instrumentalisation de ces actions légitimes sur les réseaux sociaux visant à déstabiliser le pays. Suivant. Cette rencontre avec les hommes de médias fait suite à la diffusion sur les réseaux sociaux de messages sous forme de tract, cherchant à instrumentaliser les actions du syndicat en vue du dépôt imminent d'un préavis de grève pour la satisfaction de leurs revendications. S'il n'y a plus de banques, plus d'assurance, plus de microfinance, plus de commerce, il n'y aura ni travailleurs, donc ni syndicats, ni patrons. Et nous en sommes conscients. Donc ce qui se passe sur les réseaux sociaux, nous les dénonçons. 1. 2, nous dénonçons tous ceux qui s'activent à cela. C'est une forme de tract. Le SINABEF rompt le pacte social et est prêt à déposer un préavis de grève dans les prochains jours pour se faire entendre. Mais selon le secrétaire général du SINABEF, la grève n'est pas leur objectif, mais plutôt la satisfaction des revendications. Ce préavis de grève, il peut être levé demain. Il suffit que nos points
soit examiné minutieusement et qu'on regarde ce qui est faisable et ce qui est possible pour que cette grève n'ait plus lieu. Et c'est notre souhait. C'est que cette grève n'ait jamais lieu. Et nous ferons tout pour que cette grève n'ait pas lieu. Donc que les gens ne se leurrent même pas. Nous, notre démarche, c'est que la grève n'ait pas lieu. Notre objectif n'est pas la grève. Notre objectif, nous avons des injustices, nous avons exposé des situations et qu'on trouve des solutions à ces situations. S'il y a des solutions à ces situations, même tout de suite, nous appelons nos militants à l'Assemblée générale et on leur explique ce qu'on a obtenu et on prend la responsabilité de ne plus déposer ou de lever le mot d'ordre de grève. De ne plus déposer s'il n'est pas déposé et de lever le mot d'ordre de grève s'il est déposé, de suspendre au préavis de grève. Amadounba d'expliquer que les auteurs des tracts ciblant certaines banques et les secteurs bancaires sur les réseaux sociaux doivent être démasqués et punis conformément à la loi. Nous avons dit et nous dégageons toute responsabilité face à quiconque, y compris les travailleurs des banques, qui s'hasardent à faire des communiqués, des tracts pour s'attaquer aux banques, qu'on les déniche et qu'on les licencie s'il le faut. Et nous ne serons pas là pour les défendre. Notre raison d'être, ce sont nos établissements. Ceux qui s'hasarderont à le faire, qu'ils soient licenciés, nous ne serons pas là pour les protéger. Nous ne serons pas là pour les protéger. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent le faire de façon impunie, on peut les dénicher. Pour rappel, réunis à l'Assemblée générale extraordinaire à la Bourse du Travail, les responsables du SYNABEF ont exprimé leur indignation face aux atteintes à la liberté syndicale et ont exigé le retour immédiat et inconditionnel de tous les travailleurs injustement licenciés sous peine de déclencher une grève. En bref, en un mois, 7 attaques ont visé des localités du cercle de Kangaba dans la zone du Mandé, située à l'ouest de Bamako, à la frontière avec la Guinée. L'attaque la plus récente, perpétrée le 16 mars contre le poste de contrôle des douanes de Banankoro, cercle de Kangaba, a provoqué la panique au sein de la population de cette localité. Afin de faciliter la collaboration entre l'armée et les habitants, un comité de crise a été mise en place par le Grand Forum du Mandé en collaboration avec d'autres fêtières. Au Sénégal voisin, le Conseil constitutionnel a publié vendredi les résultats définitifs de l'élection présidentielle du dimanche 24 mars, confirmant ainsi la victoire de Bassirou Diomaye Faye dès le premier tour avec un score de 54,28% des suffrages. Le 5e président du Sénégal prêtera serment ce mardi 2 avril. Récit de Soumaïla Fani. 54,28% des voix pour Bassirou Diomaye Faye et 35,79% pour son rival Amadou Ba, candidat du pouvoir. Ces chiffres provisoires annoncés mercredi par la Commission nationale de recensement des votes ont été proclamés définitifs par le Conseil constitutionnel hier vendredi, déclarant ainsi l'opposant anti-système Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal. Selon l'AFP, le Conseil n'a été saisi d'aucune contestation de la part des 19 candidats. Avec un taux de participation de 61,30%, le candidat du pouvoir sortant Amadou Ba est arrivé deuxième du scrutin, alors que le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement Aliou Mamadou Dia est classé troisième avec 2,80% selon les résultats définitifs publiés par la haute juridiction. M. Faye va prêter serment mardi dans la ville nouvelle de Diamniadio et la passation de pouvoir avec son prédécesseur Macky Sall est ensuite prévue au palais présidentiel à Dakar. Le président élu Bassirou Diomaye Faye, qui a été reçu jeudi en audience par le chef de l'État sortant Macky Sall, est le 5e président du Sénégal depuis son indépendance en 1960. Le pays a été successivement dirigé par Léopold Sédar Senghor de 1960 à 1980, Abdou Diouf de 1980 à 2000, Abdoulaye Wade de 2000 à 2012 et Macky Sall de 2012 à 2024. Pour rappel, son élection a été précédée par 3 années de tensions et de troubles au cours desquelles des dizaines de personnes ont été tuées et des centaines arrêtées. M. Faye lui-même a été détenu pendant des mois avant sa libération mi-mars en pleine campagne électorale. Soutenu par le leader de son parti Ousmane Sonko, Faye se présente comme l'homme de la rupture et du rétablissement d'une souveraineté nationale brandée selon lui à l'étranger et d'un panafricanisme de gauche.
Sur un tout autre plan, le bilan à mi-parcours du nouveau mandat de la Fédération malienne de football a été présenté ce samedi dans le cadre de la 51e Assemblée générale ordinaire. Le bilan est plutôt positif selon un responsable de la FEMAFOOT. Réunis ce samedi 30 mars dans le cadre de la 51e Assemblée générale ordinaire de la Fédération malienne de football, les acteurs se sont penchés sur le rapport des activités accomplies à mi-parcours du nouveau mandat du comité exécutif. Selon ses premiers responsables, la saison 2022-2023 et celle en cours ont été riches en événements sportifs. Tout le monde se rappelle la belle performance de nos U17 à la Coupe du Monde, notamment leur large victoire contre l'Argentine en match de classement pour la médaille de bronze. Les U23 ont aussi obtenu leur qualification aux Jeux olympiques lors d'un match épique contre le Sénégal où ils ont remonté un handicap de 3 buts. L'équipe senior a raté de peu la qualification en demi-finale de la CAN de Côte d'Ivoire. Son élimination si près du but fut une grande déception du public malien. Les Aigles ont abordé les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 par une victoire et un match nul à Bamako, ce qui est encourageant pour la suite. En revanche, les Aigles dames qui se sont qualifiés sans coup ferré pour la prochaine CAN au Maroc en gagnant tous leurs matchs. Sur le plan de la gouvernance, le vice-président a évoqué les avancées notables et les acquis indéniables de la FEMAFOOT pour le rayonnement du football malien. Dans son plan d'action, le président Mamadou Touré Bavier et son équipe ont mis la formation au cœur de leurs préoccupations. Ainsi, une série de formations des entraîneurs de toutes les catégories est enclenchée depuis le mois d'octobre et se poursuivra sans relâche. Dans le domaine des investissements, en plus du centre technique national qui est en construction, le président Mamadou Touré Babié a pu obtenir de la FIFA la réalisation d'un stade moderne d'environ de 15 000 places. Au niveau de la construction des sièges des ligues régionales, les 3 chantiers qui avaient été lancés sont presque en phase d'achèvement. D'ailleurs, celui de Gao est entièrement fini et n'attend que les équipements des bureaux pour être fonctionnels. Pour le ministère des Sports, l'année 2024 augure de belles perspectives, surtout avec la 13e participation des Aigles à la CAN 2023 et celle de la sélection U23 au prochain JO de Paris 2024. Point final à cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité.